Hello, bienvenue à tous pour cette vidéo résumée du live de 14h annuel qui a eu lieu samedi dernier. Comme d'habitude dans ces lives, c'est bourré d'infos. Petite note d'introduction, je vais en très grande partie me baser sur la traduction du live par la communauté Reddit de FF14, et en particulier d'Ilona Minori qui fait ses trades, et dont vous trouverez en description un lien vers sa chaîne. C'est un condensé d'une traduction qui résume déjà pas mal, donc pour ceux qui ont suivi le live, ne vous étonnez pas s'il manque des infos, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez que j'ai manqué et qui soit malgré tout pertinent à partager. Mais il est temps de débuter. Le live s'est déroulé en 7 parties. Une intro, la live letter traditionnelle ici pour les patchs 6.25 et 6.28, ainsi qu'une présentation du travail des scénaristes. Un jeu de quiz avec l'équipe son, l'habituel Naoki's Room où Yoshida discute avec des invités, cette fois avec 3 comédiens de doublage, un jeu basé sur le top 10 des commandes les plus populaires à l'Eorzea Café, une séance de questions-réponses avec les joueurs, et enfin une discussion entre Yoshida et Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy. Je vais pas vraiment suivre ce plan, mais m'intéresser aux infos concernant le jeu en lui-même, qu'elles viennent de la live letter, des questions-réponses ou d'autres. Et on va donc commencer par ce qu'ils ont dit de la 6.2. Mis à part le problème d'équilibrage sur Pandemonium, elle s'est plutôt bien déroulée. D'abord avec Barbarella dont le combat a été conçu comme nerveux, contrairement au défi précédent qui était plus axé sur la résolution de puzzles. En particulier, la méca de restriction des joueurs dans 4 cercles a été vraiment difficile à concevoir. Quant à Pandemonium, le jeu avec les différentes formes d'arène a été rendu possible grâce à la montée en compétences des équipes. Ils avaient aussi prévu d'autres combinaisons que celles qui donnent le Phoenix pour P8S, mais aucune n'a été retenue, parce que ce serait devenu un fatal sinon. Il y a toutefois eu plusieurs retours négatifs pour ce tir. Tout d'abord, l'agrandissement de la hitbox a causé un trop grand déséquilibre en faveur des DPS mêlés, et ce sera ajusté par la suite. Aucune idée par contre de s'il parle d'un changement sur ce tir-ci, ou si ce sera pris en compte à partir du tir suivant seulement. Il y a aussi eu un problème d'équilibrage qui a beaucoup fait jaser puisque des jobs se retrouvaient exclus des recrutements à cause d'un DPS check bien trop difficile à passer sur P8S. Le problème d'équilibrage est apparemment récurrent mais pas à ce point, et ça malgré l'agrandissement des équipes de dev. Pour info, ça se joue habituellement sur du 1,5%. Ils vont toutefois continuer comme avant, c'est-à-dire sans concession sur le niveau de difficulté qu'ils veulent maintenir assez haut, quitte à patcher dans la foulée si des jobs se font exclure. L'autre option étant de baisser la difficulté, mais ils ne veulent pas en arriver là. De toute façon, il y aura un rééquilibrage pour le JCE, seulement au niveau des valeurs numériques à la 6.28, puis au niveau mécanique à la 6.3. Mais pour revenir à Pandemonium, c'était aussi le retour de la Abrea, sa présence ayant été voulue par le scénariste Daichi Hiroi, parce que le personnage n'avait pas été assez approfondi vu qu'il disparaissait des Heavensward. Le mot-clé pour son histoire était d'ailleurs famille. On comprendra pourquoi. Pour la petite anecdote, au début, Yoshida n'était même pas au courant que la Abrea allait être doublée, ce qui a été rendu possible grâce au succès du jeu et au budget qui a été conséquemment augmenté. Toujours concernant Pandemonium, le décalage d'une semaine de la sortie des raids sadiques a été très bien accueilli. Il y avait des craintes quant à une diminution significative des prix des équipements craftés, mais sur certains mondes, ils se sont vendus plus cher qu'à l'accoutumée. Square Enix va donc conserver la formule, mais éventuellement avec quelques ajustements. Ensuite, pour la félicité insulaire, il demande aux joueurs japonais d'y aller mollo, soi-disant qu'ils vont beaucoup plus vite qu'au rythme escompté. Apparemment, les joueurs occidentaux sont plus tranquilles sur ce contenu. Ils doivent pas connaître la communauté Poking Paradise. Enfin, concernant les armes de Titania, qu'on peut maintenant fabriquer, l'équipe de conception graphique des armes s'est bien améliorée, et depuis les armes de Fatal, ils essaient de faire des équipements plus tape à l'œil. Tellement qu'il y a une demande des joueurs pour pouvoir désactiver les effets d'armes. Attendez-vous quand même à ce que l'équipe continue de monter en compétences. Ça, c'était pour les retours sur la 6.2. Maintenant, les infos sur la 6.25. D'abord, la date de sortie est connue, le 18 octobre. On aura droit, sans surprise, à la suite des quêtes Hildebrand, au début des Relic Walker, à savoir les armes de Manderville, aux nouvelles quêtes tribales, celles des Omicron, et aux donjons à embranchement et alternatifs. Ils ont aussi annoncé une nouvelle tenue d'espion pour les mirages. A noter qu'il y aura un rééquilibrage concernant une mécanique en particulier du JCJ, celle de couverture du paladin. Mais aussi que la veillée des saints fera son retour le lendemain de la 6.25. De plus, un nouveau centre de données nord-américain sera mis en place avec 4 mondes, Dunamis. La maintenance pourrait durer jusqu'à 24 heures et l'ouverture de la loterie résidentielle se tiendra le 5 novembre. Pour la 6.28, elle sortira le 1er novembre. Comme dit plus tôt, un rééquilibrage des valeurs numériques des actions JCE est prévu, de même pour le JCJ. Et c'est tout ce qui a été annoncé de ce patch pour l'instant. Quant à la 6.3, un rééquilibrage mécanique est prévu pour divers jobs, ainsi que la sortie d'une mascotte corgi. Yoshida a aussi parlé de faire quelque chose par rapport à l'absence de copies de cartes de personnages. Sa date de sortie est encore inconnue. La raison a été donnée plus tard dans le live. Les dates de patch sont approximativement décidées 6 mois à l'avance, mais à cause des corrections de bugs de dernière minute, ils ne peuvent pas se permettre de les annoncer plus tôt. À propos des infos données plus tard et donc glanées ça et là, voici pêle-mêle ce qui était distillé dans le live, mais surtout dans la séance de questions-réponses et qui ne concernait pas directement les mises à jour. Tout d'abord, concernant le lore. Nous ne donnons pas les espérances de vie des différentes races, même si, soit dit en passant, on connaît à peu près déjà celle des Vira.
il est prévu qu'on visite en priorité les lieux déjà nommés dans le jeu, comme Corvos, lors des prochains patchs et extensions. Aussi, pour la direction que prend l'histoire, Yoshi P veut une absence de manichéisme dans FF14, que chacun ait ses propres raisons de se battre. C'est en cherchant à comprendre les autres qu'on peut travailler avec eux, tout ça. Il a d'ailleurs noté que tous les dialogues qui touchent à ces thèmes sont ses préférés. Et pour clore les infos de lore sur une note rigolote, apparemment, le petit nom en interne du guerrier de la lumière canonique serait Hiroshi. Voilà. Ensuite, pour le JCE, il y aura un autre raid fatal avant la prochaine extension, et même probablement avant la 6.5. Quant aux sadiques, ils vont continuer sur leur lancée de faire des raids plus exigeants qu'avant en termes de soins. C'est une demande de la communauté, et ils pensent être arrivés à un bon équilibre, même s'ils savent qu'ils ne pourront jamais contenter tout le monde à 100%. Après, pour les events, Yoshi P va voir avec le créateur de Yokai Watch, Akihiro Hino, pour relancer l'événement et faire donc les armes pour faucheurs et sages. Un autre événement avait été envisagé, celui avec Kingdom Hearts, mais il paraît impossible dans l'état actuel des moyens financiers de Square Enix de négocier avec Disney. Et ils sont d'ailleurs pas aidés par leur passif, vu que les jeux Marvel qu'ils ont édités ont pas vraiment fait un carton, en particulier Marvel's Avengers. Pour un nouvel événement façon restauration d'Ishgard pour les artisans récolteurs, ils n'en ont pas de prévu. Ce serait possible à une plus petite échelle, mais rien n'est dans les tuyaux. Sinon, des demandes pour revoir les PNJ qui disparaissent après complétion d'une quête secondaire ont été formulées. Le truc, c'est qu'ils disparaissent pour deux raisons. 1. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire et vont vaquer à leurs occupations. Et 2. Parce que s'ils restaient, il y aurait trop de PNJ inactifs sur la carte. Mais si vous voulez en revoir certains, voire même qu'ils aient une suite à leur quête, alors n'hésitez pas à en faire part sur les forums officiels du jeu. Vous verrez d'ailleurs que cette solution reviendra plusieurs fois. Aussi, ça fait déjà 6 ans qu'ils veulent faire un jeu d'anneaux avec les montures, mais l'équipe de création de contenu était trop occupée. Et je vous avoue, je suis pas triste. Et sinon, Yoshida a posé une petite bombe là comme ça, en mentionnant un monde miroir. Il a rien dit de plus, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour le JCJ, il prévoit bien sûr de faire des classements par équipe pour le Crystalline Conflict, mais aussi d'organiser des tournois officiels. Cependant, ils vont se concentrer sur l'amélioration des bases en premier. Il y a aussi eu pas mal d'infos sur l'apparence de vos persos. Tout d'abord, les devs sont bien sur la question de faire apparaître des franges de certaines coiffures quand on porte un chapeau. Yoshida nous a à nouveau conseillé d'aller sur les forums pour signaler les coiffures concernées afin qu'ils sachent laquelle prioriser. Il a aussi dit qu'un catalogue d'équipements avec la méthode d'obtention pour chaque pièce était théoriquement possible, vu que la garde-robe onirique existe, mais ça va prendre du temps. En parlant de Mirage, comme la tête Namazu existe déjà, ils vont peut-être créer un corps pour aller avec. Honnêtement, je sais pas comment ils vont faire pour l'animation des mains. Le mirage de tête de Chocobo va très probablement devenir teignable d'ailleurs, et j'imagine le corps aussi. Toujours sur les mirages, mais pas de vos persos, il n'y a rien de prévu pour les faits d'érudits, comme il y a pour les carbuncles en fait. Mais Yoshi P va voir avec ses équipes. Et sur une note plus technique, des infos ont été données sur les accessoires de mode. Ceux-ci utilisent les mêmes ressources que les emotes et actions, d'où l'impossibilité de les utiliser en même temps. On n'a pas plus de précision et on ne sait pas s'ils travaillent sur ce problème. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les carbuncles disparaissent quand vous utilisez un accessoire de mode, et sur ce point précisément, ils n'ont rien de prévu, ni même sur les problèmes d'animation des carbuncles. Une histoire de priorisation des guides animations. Pour finir sur les questions d'apparence personnelle, un joueur a demandé à augmenter le nombre d'emplacements de sauvegarde des réglages de pause de groupe. Et ce serait apparemment possible, qui plus est si c'est fait côté client. Ensuite, on a eu des infos sur le housing. Apparemment, l'idée de copropriété avait été évoquée par le passé, mais c'est actuellement assez bas dans la liste de priorités sur le sujet. Le plus important étant d'augmenter le nombre de terrains disponibles, sujet sur lequel, donc, ils travaillent, mais ils n'ont pas encore de planning pour. Aussi, les équipes sont en train de faire en sorte qu'on puisse faire disparaître les piliers d'intérieur, et même, les tests sont en fait en cours. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Et dernièrement sur ce sujet, quelqu'un a demandé à avoir l'omelette au riz en meuble. C'est apparemment envisageable, mais à voir comment ce sera priorisé. Pour finir sur le contenu, on a encore quelques dernières infos. Un mode spectateur est possible pour le Triple Triad, mais pas prioritaire. Le Chippy va voir aussi si les orchestrions, qui sont depuis longtemps dans la base de données Lodestone mais pas en jeu, peuvent être rendus disponibles, mais ça va dépendre du manager commercial. Ils ont aussi parlé du nettoyage concernant les matériaux d'artisanat des commandes spéciales, qu'ils comptent donc uniformiser. En effet, depuis Shadowbringers, ce contenu a été un peu simplifié, mais ça crée une discordance dans le processus avec ce qui se faisait avant. Sinon, une nouvelle fonctionnalité, et pas des moindres, va faire son apparition, le tableau blanc. C'est en cours de conception et ça servira à faire des diagrammes en jeu et expliquer les mechas en instance plus facilement. Par contre, pour ceux qui réclament du vocal en jeu comme Sakaguchi, Yoshida n'en veut pas, et c'est pas forcément un mal. Voilà pour le contenu en jeu, mais en fait il y a encore pas mal d'infos annexes qui ont été données dans ce live, et on va aussi passer dessus, à commencer par les infos un peu plus techniques. Tout d'abord, la mécanique de récupération des points de magie, à savoir qu'elle se fait en même temps que le tick server, va rester la même pendant encore un bon moment. C'est possible que ça change, mais dans un futur lointain. Le Chippy va aussi voir s'ils peuvent ajouter une option pour empêcher la sélection des personnages à la souris.
certains ayant ce problème quand ils manient leur caméra, même si je pense personnellement que c'est plutôt dû à leur souris qui fatigue. Aussi, il y aurait un problème de manque de soigneurs pour les recherches d'équipe, même si Yoshida et compagnie avaient plutôt l'impression qu'il y avait un manque de tanks. Ça va dépendre des régions ou de centres de données. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas de solution à part encourager les gens à s'essayer à ces rôles. Mais le manque ne se fait pas seulement ressentir au niveau des rôles justement, puisqu'au Japon, il y a un centre de données, Mana, qui est carrément devenu LE centre de raid. Et il est plus difficile de trouver sur Gaia, Elemental et Meteor des groupes de raid. C'est un problème présent depuis que le voyage entre les centres de données a été mis en place, mais il va falloir à Square Enix un peu plus de temps d'observation avant qu'ils envisagent une solution. Dans le genre de trivia technique, on a aussi une info assez dingue, puisqu'il y aurait déjà 50 000 effets sonores différents dans FF14. Bon, au vu de ce qu'ils en décrivaient, j'imagine qu'ils voulaient dire 50 000 fichiers sons différents, vu qu'ils incluaient 14 000 voix, mais aussi 4 000 sons d'environnement et 8 000 rien que pour les pas. Enfin, Yoshida a précisé à une personne qui demandait des statistiques sur l'âge des raiders que Square Enix n'en faisait aucune qui prenait en compte cette donnée, sans surprise. On a aussi eu des infos sur ce qui se passe en coulisses, comme le fait qu'il n'y a pas de séparation entre équilibrage et développement, puisque ces responsabilités sont confiées à la même équipe. Une précision que Yoshida a dû faire puisque des gens pensaient que c'était 2 équipes distinctes. À propos des équipes d'ailleurs, plusieurs recrutent, à savoir les équipes de design des combats, de planification commerciale, d'artistes des décors, d'effets spéciaux visuels, d'artistes pour interface utilisateur, de conception graphique et de scénario. Précisément pour cette dernière, le critère principal de recrutement est une excellente maîtrise du japonais. Et si vous échouez à être recruté, sachez que vous pouvez retenter votre chance, ce qui s'applique plutôt bien à la première équipe d'ailleurs, puisqu'il suffit d'envoyer un concept de donjon. Et si vous devenez employé chez eux, Yoshida a fait savoir que rien ne vous serait demandé quant à vous mêler en jeu à la communauté pour le compte de l'entreprise. Ne vous en empêchera pas, mais il se refuse à le requérir de qui que ce soit. Et de toute façon, la plupart de vos potentiels futurs collègues y jouent, mais incognito. Sauf ceux qui passent faire une partie dans les lives, comme certains comédiens de doublage. D'ailleurs, si vous voulez savoir qui double tel ou tel personnage, demandez sur les forums, encore. Les comédiens sont normalement crédités au générique, mais comme ils tiennent souvent plusieurs rôles, ces derniers ne sont pas tous listés. D'ailleurs, et c'est plus une requête personnelle à Square Enix, vous pourriez aussi donner le nom des concepteurs de chaque combat ou instance. Oui, bon, je sais, faut aller sur les forums. Mais au moins, ce live m'a donné le nom de celui qui était responsable de la cité défendue de Mar, Daisuke Nakagawa, que Yoshipi tient depuis en haute estime. 2 dernières infos sur ce qui se passe en interne. Ils ne veulent pas renforcer la lutte anti-logiciel tiers et ils se sont déjà trop exprimés dessus. En gros, ils ont dit dans d'autres lives, ne le faites pas, mais on n'installera pas de mouchards sur vos machines parce qu'on considère ça dangereux légalement et que c'est pas dans notre éthique. Et enfin, Yoshida a répété qu'il n'y aurait pas de blockchain dans FF14. On peut maintenant passer à la rubrique People, puisqu'on a eu des infos personnelles sur plusieurs intervenants. Bon, c'est pas ce qui me passionne le plus, surtout pour certaines qui relèvent plus du stalking qu'autre chose, même si pour d'autres c'est de la trivia marrante. Mais en gros, rapidement, Yoshipi fume des cigarettes et du tabac chauffé, mais préfère les premières. Il ne différencie pas vie privée et travail, et bosse d'ailleurs comme un acharné parce qu'il considère que c'est pas un travail. Malgré tout, son bilan de santé annuel est bon. Sinon, le premier langage de programmation avec lequel il a bossé est le COBOL, et vous pouvez le prendre pour ça. Et sa dernière lubie, c'est les baskets, même s'il mentionne toujours le surf et le snowboard. Et il n'aime pas prendre l'avion. Quant à Soken, il est super gentil, bon vivant, mais fait son boulot avec beaucoup de sérieux. Il adore Overwatch et les karaage, et est prêt à aller à plus de 100 km à vol d'oiseau de Tokyo juste pour manger des gyoza. Quant à Sakaguchi, c'est un eudophile qui aime prendre l'avion et adore parler en jeu avec des gens d'une culture autre que japonaise. Il sera d'ailleurs le guide de Yoshida lorsque celui-ci ira à Hawaï. Bon, voilà pour les potins, hein. On peut passer au merchandising. Les LP vinyl d'Endwalker sont en précommande, tout comme le 3e album d'arrangements orchestraux. Un Blu-ray du concert de The Primals de cette année devrait sortir, et les musiques de l'EP de la 6.2 sont disponibles en version numérique. Pour finir, avec les goodies, le Chalamorote avait un souci d'étiquetage, puisqu'il n'est pas en polyester et coton, mais en polyester et rayon, une soie synthétique. Et vous pouvez donc annuler votre commande et vous la faire rembourser. On va finir avec les dernières infos qui concernent les événements annexes au jeu. Les gagnants du concours de conception d'armes de sages et de faucheurs ont été révélés. Et il y a du bon, surtout chez les sages à mon avis. Et un concours de conception de meubles sera bientôt ouvert. On parlait de The Primals plus tôt, et bien ils vont faire un concert à la fin de l'année, au Japon par contre j'imagine. Mais ce ne sera pas la seule occasion de se rassembler puisque les dates et lieux physiques des prochains FanFest ont été annoncés. Las Vegas les 28 et 29 juin 2023 et Londres les 21 et 22 octobre 2023. Le Japon n'a pas encore d'endroit pour organiser ça, mais ça devrait être a priori en début 2024. Pour finir, et ce sera la dernière info de la vidéo, alors même que c'était la première d'importance de tout le live, Final Fantasy XIV a atteint les 27 millions de comptes, ce qui est complètement dingue. Hein. Et le pire, c'est qu'ils espéraient les 30 millions. Mais bon, coïncidence, ça a des chances de correspondre au 10e anniversaire de Realm Reborn l'an prochain. Donc on croise les doigts pour eux. Allez, c'était super dense et ça partait dans tous les sens, mais c'est fait pour cette première partie.
Première parce que oui, je compte aussi vous résumer dans une seconde partie ce qui s'est dit dans la présentation de l'équipe de scénario, de celle du son, dans le segment Naoki's Room et dans l'entretien avec Sakaguchi. Donc je vous donne rendez-vous dès que j'aurai fini la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien manquer, et sur ce, guerrières et guerriers de la lumière, à la prochaine!